maintenant où on va, sur le sociétal et l'individu, avec l'égoïsme et la solidarité. Et naturellement, la question de transition sur la table suivante, c'est Erik Orsenna qui l'a posée, c'est-à-dire, et la République dans tout ça, en dehors du fait qu'elle conduit directement à la place de la nation. Donc, pour répondre à cette question, on va avoir 1h30. Donc, nous commençons à 11h30, nous terminerons aux alentours de 13h. Et la question qui se pose là, à laquelle vont devoir répondre ces éminents économistes et financiers, c'est État et marché, État ou marché. Il n'aura échappé à personne que aujourd'hui, de manière factice ou réelle, de manière factice ou réelle, où on a l'impression de vivre un conflit. Si je vous emmerde, vous me le dites, hein. On a le sentiment de vivre un conflit entre les États et le marché, conflit dans lequel les marchés ont pris le pouvoir sur les États. Est-ce qu'on se pose la bonne question? Pas la bonne question. Quel type de réponse on peut y apporter? Et pour ça, vont y répondre François Racheline, professeur d'économie, fidèle du Lonzac, philosophe à ses heures, en tout cas auteur d'ouvrages qui relèvent plus de la philosophie et du sens que de l'économie, mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, et conseiller du président du Conseil économique, social et environnemental. Marc Guillaume, éditeur, professeur à Dauphine et économiste. Charles-Henri Philippi, banquier. Sa voiture est le numéro WXYZ. Je donne le numéro de voiture pour ceux qui voudront le tuer après. Signaler qu'en parlant de mafia tout à l'heure, François Racheline n'a pas parlé de la mafia corse. Donc j'ai considéré qu'il avait arrêté son bizutage parce que je suis banquier et corse. Donc c'est beaucoup. Et énarque. On cumule. Mais éthique. Et Olivier Lecomte, centralien. Alors lui, ancien trader reconverti dans le professorat, puisque monsieur est devenu prof de finance à Centrale. Et alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il est, on a parlé d'innovation tout à l'heure, président de l'agence de l'innovation de la ville de Paris. Donc comme il va falloir peut-être réinventer l'État, réinventer le marché, ce sera peut-être toi notre source d'innovation ou du moins d'inspiration. Je vais commencer par monsieur François Racheline, qui n'aura pas une demi-heure, contrairement à ce qu'il revendique avoir négocié avec moi. Nathalie, je vous ai demandé 1 heure, vous m'avez dit non, pas question, une demi-heure. Vous n'allez pas me l'enlever maintenant. Alors François, État et marché, État ou marché? Merci Nathalie. Avant de répondre à la question, puisque je vais m'efforcer d'y répondre, vous avez dit que j'étais un fidèle du Lonzac. Moi, je sais que l'année prochaine, si on me pose la question où tu vas, je dirais au Lonzac. Donc déjà, au moins, il y a une certitude, c'est qu'on sait que chaque année, on peut venir ici. En 1818, le poète Percy Shelley est fatigué et il doit se reposer. Il part avec sa maîtresse, qui va devenir sa femme, Marie. Il va dans le nord de l'Italie. Et d'ailleurs, il y est aussi avec Oscar Wilde, et il s'ennuie terriblement. Et Wilde dit, chacun d'entre nous devrait écrire un conte un peu fantastique. Et Marie, qu'on connaît maintenant sous le nom de Marie Shelley, écrit un conte fantastique qui s'intitule Frankenstein. Alors, vous connaissez tous, bien sûr, j'imagine, le film de James Whale avec Boris Karloff, et dans l'imaginaire, on croit que le monstre, c'est Boris Karloff. Or, on dit le monstre, c'est Boris Karloff, ça c'est bien, c'est juste, mais on l'appelle Frankenstein. En réalité, c'est le docteur Victor Frankenstein qui a inventé ce monstre. Et pour résumer une histoire qui est assez ennuyeuse, quand on lit le livre, et assez plate, étant donné que le docteur Victor Frankenstein n'a pas éduqué
son monstre à qui il a donné la vie. Ce monstre fait n'importe quoi, il n'a aucune valeur, il tue tout le monde, il tue le frère du docteur, enfin bref, c'est une histoire abominable. C'est un monstre qui échappe complètement à celui qui lui a donné naissance. Pourquoi est-ce que je raconte cette petite histoire? Tout simplement parce qu'il me semble qu'elle peut peut-être évoquer la relation qui existe entre les États et les marchés. Il y a quelque chose qui me gêne dans la question État et marché, État ou marché, mais je vous l'ai dit, j'ai fait aussi la remarque sur le français, moi je pensais qu'il fallait dire où c'est que c'est-y qu'on va, et non pas et maintenant où on va. Et sur le marché, marché ou État ou marché État, je suis un peu gêné parce que de plus en plus dans notre société, on a tendance à penser que c'est effectivement une opposition ferme, où on laisse le marché, où on intervient sur le marché. Mais le marché est un enfant de l'État. Le marché, c'est une construction de l'État. Je n'ai pas besoin de vous donner 25 000 preuves, je vous donne juste un exemple. Ça fait 50 ans qu'on essaye de construire un marché unique. Le marché unique européen n'est pas tombé du ciel, on ne l'a toujours pas. Donc le marché, c'est une institution, c'est quelque chose qui est construit, et bien entendu, il faut voir ensuite comment on le fait fonctionner. Et je reviendrai sur le propos qu'a tenu tout à l'heure Mariette, parce que je crois qu'on a le droit d'être intertabulaire. Oui, on est inter tout ce qu'on veut. D'accord. Puisqu'elle a parlé de coopération, c'est vraiment un lieu de coopération, le marché, mais il faut évidemment s'entendre sur ce que c'est que la coopération sur le marché. Je ne reviendrai pas parce que j'entends Marc dire à Charles-Henri, mais tu en parles, est-ce que tu parles de Polanyi et du marché chez Polanyi? Non. On en a quelques-uns. Bon, d'accord, ok, d'accord. Bon, d'accord. Bon, alors je vais pas bon, merde, ils sont d'accord. Bon. Ça commence pas très bien. Si on est d'accord, ça commence pas très bien. Non, mais ça va se dégrader. D'accord. J'espère. Une deuxième remarque introductive renvoie au niveau auquel on se situe, au niveau géographique. Moi, je ne me suis pas situé à un niveau français ou à un niveau européen, mais en prenant le niveau mondial. Parce que si on dit État ou marché, État et marché, il ne faudrait pas qu'on ramène ça simplement à la perception que les Français ont du marché, qui, comme vous le savez, est assez mauvaise. Il y a une petite majorité de Français qui plaident pour l'économie de marché. Économie de marché ne voulant pas dire non plus d'ailleurs marché au sens strict. Les Français se méfient beaucoup du marché, et d'ailleurs en France, comme on pense que le marché a des ratés, comme on pense que le marché ne donnera pas de bons résultats, on le corrige dès le départ, on l'empêche de fonctionner naturellement, ce qui est assez curieux pour un Américain. Un Américain, c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'on ne laisse pas faire le marché, et puis ensuite on le corrige ou on ne le corrige pas. Là, cette remarque, ça me renvoie à une troisième remarque sur ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'à plusieurs reprises j'ai entendu le mot crise. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui parlent de mutation, il y en a d'autres qui parlent de métamorphose. Certains pensent que c'est un coup de tabac et qu'on va revenir à une situation précédente. Je crois que si on prend un tout petit peu de recul vis-à-vis de ce qui se passe, et ce qui a été abordé dans la table précédente, notamment par Hugues, je crois, trouve un écho dans ce que je vais dire. Quel est le modèle socio-économique dans lequel nous vivons depuis la révolution industrielle? Évidemment, je fais court et très ramassé. C'est un modèle qui est fondé sur 3 séquences, extraordinairement simples dans leur énoncé, bien sûr. On extrait, en général, des matières premières, y compris, bien sûr, des énergies fossiles. On transforme et on rejette. Le problème, vous le savez, on le sait tous ici, c'est qu'il existe une raréfaction des énergies fossiles. Donc un certain nombre d'observateurs, d'analystes, d'économistes, de gens disent on ne peut plus continuer à extraire de la même manière. Et vous le savez aussi, quand on rejette, on dit on dégrade, il y a des nuisances, ça touche la planète, donc il ne faut plus rejeter de la même manière. Ou en tout cas, il faudrait réduire ces déchets. Ce qui fait qu'un certain nombre de réactions vis-à-vis de ça consiste à mettre en cause la séquence du milieu, c'est-à-dire la transformation, en disant on ne peut plus continuer, il ne peut plus y avoir de croissance, il faut peut-être aller dans la décroissance. Vive Jean-Sébastien Bach. Je vais le dénoncer, c'est l'abbé Lamorandais qui a son téléphone branché. Mais moi, ça m'indique quelle est votre référence divine. Et donc, exactement. Et j'approuve. Et j'approuve. C'est un des miens aussi dans mon panthéon.
au milieu, cette transformation, comment elles seront faites, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des tas de solutions qui sont proposées, comme l'économie circulaire, comme supprimer la propriété des biens et valoriser, supprimer en tout cas faire décroître la propriété des biens et valoriser la location des biens, l'économie d'utilité, etc., etc. Mais ce qui est nouveau, et c'est peut-être ma quatrième remarque, il y en a 18, chère Nathalie, ce qui est nouveau, c'est que dans ce monde qui est en train de se métamorphoser, si vous regardez du côté de nos sociétés, vous dites oui, c'est difficile, c'est ennuyeux, mais si vous regardez, si vous aviez posé la question, et maintenant où on va, en Chine, en Inde, au Brésil, pour prendre les plus connus des pays émergés avancés, ils vous répondront très simplement, bon, on sait très bien où on va, on veut vivre aussi bien que ce qu'ont vécu les pays occidentaux depuis 2 siècles. C'est très très simple, et on ira, et on continue d'y aller, et tant pis pour eux, si eux n'y vont plus. J'ai participé à un colloque il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a une dizaine d'années, à Yogyakarta. Il y avait à côté de moi un anglo-saxon qui était, je crois, un asiatique, et qui, chaque fois qu'il parlait, quand il prenait la parole, il parlait des NDC, the NDC, the NDC, the NDC. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, et je me suis dit, bon, ça y est, je suis plus dans le coup, quoi. Il faut que je retourne à l'école. Alors, il était à côté de moi, donc quand il est revenu s'asseoir à côté de moi, je lui ai demandé, mais what is NDC? Il dit, NDC, the New Declining Countries. Hein? C'est vous. It's you. Bon. Et ça, c'était il y a 12 ans, 15 ans. Hein, je crois que c'était à peu près ça, Dominique, on devait être en 97 ou 98. Ce qui est donc en cause, c'est tout un modèle de développement. Et si on remet en cause ce modèle socio-économique qui a 2 siècles ou 2 siècles et demi, vous pensez bien que ça joue sur la solidarité, ça joue sur la fidélité, ça joue sur la foi, ça joue sur l'avenir, ça joue absolument à tous les niveaux. Du moins, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de cette réflexion. Et cette réflexion doit être une réflexion en profondeur sur les comportements, sur les marchés, sur etc., etc. Mais je pose des... Moi, je suis plutôt venu ici pour soumettre à la réflexion de l'ensemble du public et de moi-même un certain nombre de sujets, plutôt que d'apporter des réponses clés en main, ce à quoi je ne crois plus. Alors, ce qui est également caractéristique, c'est ma 5e remarque, c'est que ce qu'on appelle les marchés sont de plus en plus interconnectés les uns aux autres. Ce qui fait que, quand j'évoquais tout à l'heure Frankenstein, c'est comme si aujourd'hui, effectivement, les marchés avaient retourné le lien de subordination qui les unissait aux États, et qu'on exige des États, des souverains, du prince, on exige qu'ils s'expriment dans le langage des marchés. C'est-à-dire qu'ils soient compétitifs, qu'ils soient productifs, que lorsqu'on fait un voyage d'État, on vient vendre des TGV ou des Airbus, etc., etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'ailleurs, vous prenez la presse, je ne sais pas si c'est le cas de la montagne tous les jours, mais vous prenez la presse, vous entendez une mesure arrêtée par le gouvernement et dit « les marchés vont-ils l'accepter ?» C'est notre grand héros, c'est les marchés. Il fut un temps où c'était le peuple. Maintenant, c'est les marchés. Alors, il se trouve que le mot marché, pour aller peut-être dans le sens des réflexions initiées par Maria tout à l'heure, le mot marché lui-même est un mot très, très ambigu. Et en français, c'est une langue relativement pauvre, le français. C'est pour ça qu'elle est très précise, parce qu'on est obligé de faire très attention, il n'y a pas beaucoup de mots. L'anglais est une langue beaucoup plus riche. Tout à l'heure, Mariette, je crois que tu as dit, je crois que c'est toi, tu as dit, c'est un deal, il y a un deal. Mais un deal, c'est pas un marché. Un bargain, c'est pas un marché. Sinon, les anglo-saxons n'utiliseraient pas le mot market. Une multiplicité de transactions bilatérales, c'est pas un marché. Un échange entre 2 individus, c'est pas un marché. Un marché, c'est quelque chose c'est une entité avec de la transparence, avec un organisme qui vérifie que les règles sont respectées, avec des normes établies, avec, si c'est un marché financier, une banque centrale ou un organisme central qui est susceptible de le réguler, avec une institution type américaine, la Security and Exchange Commission ou l'autorité des marchés financiers en France, pour prendre ces 2 exemples, qui contrôle, qui norme, qui peut aussi infliger des peines. Bon. Donc, tout ça, c'est extraordinairement simple pour un certain nombre de gens et
assez difficile à comprendre pour nous dans les pays occidentaux et notamment en France. Je me souviens que j'étais à Budapest, je parlais avec le ministre de l'économie et des finances hongrois il y a quelques années, au moment où la banque MTK allait être privatisée. Et je lui demandais comment ça se passait. Il m'a dit c'est épouvantable. Je dis mais pourquoi? Je pensais qu'il allait me parler du prix. Il m'a dit parce qu'on n'a rien. On ne sait pas qui est l'offre, on ne sait pas qui est la demande. On n'a pas de garantie de paiement ultime. On n'a pas d'organisme central, il n'y a pas de propriété privée. Il faut tout organiser, absolument tout. Il faut que nous construisions un marché. Et nous n'en avons pas. Quand la BNP a été privatisée, la grande question, il y avait ça tous les jours dans la presse, c'est est-ce que les salariés auront un avantage lorsqu'ils vont acheter des actions ou pas? Tu dois connaître ça 100 000 fois mieux que moi. C'était la seule question parce qu'il y avait un marché. Donc, les pistes de réflexion, parce que je sais qu'il faut être strict. Vous avez dit tout à l'heure, on va déborder l'horaire. Ça ne sera pas de mon fait. Les pistes de réflexion, c'est la première piste de réflexion, c'est organiser des marchés lorsque ces marchés ou ont disparu ou lorsqu'ils sont inexistants. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu curieux, mais le grand capitalisme n'aime pas le marché. Ça l'embête. C'est ennuyeux. C'est beaucoup plus facile d'avoir un marché over the counter, comme on dit en anglais, c'est-à-dire gré à gré, où, je n'ai pas envie de dire ni vu ni connu, hein, pas vu, pas pris, mais où on peut échanger ou faire un deal, que d'avoir à rendre des comptes, publier des comptes, être transparent, etc. C'est terriblement enquiquinant un marché. C'est-à-dire que, curieusement, le marché, c'est une notion beaucoup plus de gauche que de droite. La droite, non mais, puisque ici on a lancé les mots gauche-droite, je suis un tout petit peu provocateur. Un marché, c'est un lieu où on échange, qui est organisé, qu'on contrôle. C'est véritablement un instrument au service du souverain. D'ailleurs, dans l'histoire, j'ai malheureusement pas le temps, mais dans l'histoire, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. À cause de la raréfaction des butins, l'économie de guerre, on est passé à une économie marchande, et le marché, si je ne crois pas me tromper en citant Braudel, lui, il parlait de la bourse en disant c'est la vitrine du capitalisme. Comment voulez-vous prélever des impôts, qui s'appelaient prisés en ancien français, la prisée, je prends, comment voulez-vous prélever des impôts si vous ne voyez pas les flux? D'ailleurs, un marché qu'on ne voit pas, des transactions qu'on ne voit pas plutôt, comment ça s'appelle dans le langage souverain, dans le langage de l'État? Un marché noir. On ne le voit pas. Donc on ne peut pas prélever d'impôts. Donc c'est très mauvais. Bon. La deuxième piste, c'est que si on veut créer des marchés, notamment, puisque j'ai cité les CDS, les Credit Default Swap, vous savez, ces assurances que prennent les financiers qui prêtent à des États au cas où il y aurait une défaillance, à des États ou à d'autres. Au cas où il y a une défaillance, j'ai pris l'assurance d'être quand même remboursé de mon prêt. Mon ami Charles-Henri en connaît 10 fois plus là-dessus. Ben, c'est en gros, alors ça a fluctué depuis 2008, mais en gros, on est à plus de 50 000 milliards, ce qui est quand même assez considérable. Il faut savoir que le PIB du monde, c'est aujourd'hui à peu près 70 000 milliards. La totalité des PIB, si vous faites la somme des PIB de tous les pays du monde, c'est 70 000 milliards. Le seul, entre guillemets, marché, parce que à mes yeux, ce n'est pas un marché, des CDS, des Credit Default Swap, c'est 55 000 milliards. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, il y avait encore des articles récemment, notamment dans Le Monde, ce qu'on voit, c'est qu'on essaye de détourner les bourses, de faire des plateformes, d'avoir des négociations directes. Oui, mais ou qui ont été... Non, elles n'ont pas été tolérées, parce que sinon, de toute façon, ça se faisait. Ça n'a pas été créé par l'État, ça a été toléré, parce que de toute façon, ça se faisait ailleurs. Dans la mesure où les marchés sont connectés les uns aux autres, c'est exactement comme dans les questions énergétiques. C'est le chien qui va aboyer ou pas? Non, ça va? J'ai combien de temps encore? Vous aviez un peu de temps. Bon, j'ai encore 10 minutes, quoi. Bon. Donc la vraie question, et je vais terminer là-dessus, la vraie question, c'est si on veut répondre et maintenant où on va, j'ai eu le sentiment que jusqu'ici, mais peut-être je peux me tromper, c'est qu'il fallait absolument y aller ensemble. Mais on ne sait pas toujours où on va. Hein, il faut y aller, mais ensemble. Bon, moi, je trouve qu'il y a un déficit en la matière parce que l'économie a pris le pouvoir et qu'elle ne doit pas prendre le pouvoir. L'économie est un instrument, c'est pas elle qui doit dire où on va.
Et pour l'instant, parce que l'économie ne sait pas où elle va. En économie, sur les marchés, on fait un petit peu la même chose qu'en science. On fait de l'expérience jusqu'au bout. On va chercher jusqu'au bout. Sauf si quelqu'un vous dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc il y a une vraie réflexion à avoir. Elle est extrêmement difficile, mais pour terminer sur une note positive, le seul fait que M. Draghi ait dit qu'il allait soutenir, enfin reprendre indéfiniment, est, à mon sens, une formidablement bonne nouvelle. Formidablement bonne nouvelle, et qui restaure la solidarité. Je vous remercie de votre infinie patience. En fait, vous avez posé la transition pour Charles-Henri Philippi, à savoir qu'effectivement un marché n'existe pas seul, il n'existe que quand il est régulé. Le sentiment fallacieux qu'on a, en tout cas mal défini, que les populations nationales ont, c'est d'être confrontées à des espaces déterritorialisés, non régulés, qui s'adressent à des consommateurs de plus en plus mondialisés et mobiles, et donc qui peuvent outrepasser la régulation et l'encadrement. Et de là, peut-être toutes les dérives, ça c'est ma première question, Monsieur Philippi, rassurez-vous, vous sortirez vivant de la pièce. Non mais il y a des copains corses. Donc, est-ce que c'est une des raisons de ce qu'on appelle la dérive des marchés financiers? Et maintenant, comment on régule? Parce que si on doit réguler, on ne le fera même pas au niveau européen. Ça ne marchera pas au niveau européen. Ça ne marche déjà pas. Sur la dérive des marchés, non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Je voudrais, dans mon accord avec François Racheline, marquer un léger désaccord qui va me permettre de dévier sur autre chose. Évidemment, le marché n'est pas fondé par l'État, il n'est pas construit par l'État, il est utilisé. Le marché est fondé par l'échange. Bon, je crois qu'il faut savoir ça. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à reprendre un peu ce qu'est l'histoire de l'échange pour voir comment cette histoire de l'échange nous mène à la dérive où nous sommes. Bon. D'ailleurs, ça a des liens avec la discussion qu'on avait ce matin. Le premier échange, c'est le don et le contre-don. C'est ce qu'on appelle l'échange total. L'objet n'a pas d'importance. L'important, c'est les deux personnes qui s'échangent. L'objet n'existe que par rapport à ces deux personnes qui s'échangent. Donc c'est un échange qui est extraordinairement riche, mais qui, évidemment, économiquement, socialement, est assez pâteau, parce que effectivement, on va pas aller très loin dans le progrès en se regardant juste, en attendant le contre-don, en faisant un petit tour dans les îles d'à côté, en ramenant l'objet. Bon. La naissance de la modernité, c'est le vrai échange. C'est celui dans lequel je suis capable de remettre un objet et qu'on me remette immédiatement quelque chose de valeur équivalente qui finit par s'appeler l'argent, même si on peut penser au troc de temps en temps, et je passe à autre chose. La personne qui me l'a vendu n'a aucune importance, la personne à qui j'ai vendu n'a aucune importance pour moi et je fais autre chose. À partir de là, le marché des objets se développe, comme le disait François, il ne suffit pas de l'échange, il faut ensuite des marchés. Et puis à mesure que vous créez ces marchés, vous les développez, le signe d'argent prolifère et vous rentrez dans l'échange du signe d'argent. Vous n'échangez pas les objets, vous échangez de la monnaie pour de la monnaie, c'est ce qu'on appelle dans la banque le marché primaire d'un côté, où vous allez faire des actions qui visent directement à financer l'achat des objets, et le marché secondaire, sur lequel vous allez faire tourbillonner les actifs financiers sans référence à aucun objet utile à la société, et vous allez fabriquer de l'argent avec ça. Bon. Et donc, à mesure qu'on avance dans l'histoire, la division du travail, la belle main invisible à l'invisible, nous fait reconnaître que l'échange, c'est le vrai enrichissement, mais en même temps nous met dans une situation où les marchés passent des marchés d'objets sur lesquels on construit de la valeur à des marchés tout simplement spéculatifs sur lesquels on échange des signes et on gagne de l'argent sans fabriquer de la valeur. Et la vision de ça, elle date de Weber. Il a écrit un petit bouquin qui doit être, je ne sais pas quoi, en 1895, qui s'appelait La Bourse. La bourse est un endroit où l'objet s'absente, disait-il. Celui qui le vend ne l'a sans doute jamais vu, et celui qui l'achète entend le revendre le plus vite possible pour faire un profit. Il avait absolument vu la chose. Bon. Alors,
avec ça, on est effectivement passé d'un État qui construit le marché, hein, on en a d'ailleurs parlé récemment avec François, la Confédération germanique, comment est-ce que Bismarck et les Allemands fabriquent la Confédération germanique sous le contrôle de la Prusse, c'est par le Zollverein, c'est en montrant que économiquement, par le libre-échange interne, ils peuvent faire véritablement quelque chose auquel l'Autriche ne se joint pas, et l'Autriche est marginalisée. Bon. Braudel a évidemment décrit que le capitalisme et l'État, c'était la même chose, ils s'en identifiaient l'un à l'autre, etc. Bon. Mais je crois qu'il y a deux questions. Dans cette dérive, il y a une dimension idéologique, qui nous vient aussi d'Allemagne ou du moins d'Autriche, qui est que, après la guerre de 40, on considère que l'État est totalitaire et que l'arbitraire de l'État doit être contrôlé. Bon. Et donc, le grand économiste d'après-guerre, Hayek, qui est d'ailleurs finalement, je crois, de nationalité anglaise, il dit non, mais il n'y a qu'une chose qui puisse nous protéger des États, c'est l'autorégulation du marché. Bon. Et donc, cette idéologie-là qui renaît après la guerre de 40, qui ne s'exprime pas encore, parce qu'on est en plein après-guerre, reconstruction, Bretton Woods, etc., mais qui va beaucoup mieux s'exprimer ensuite, quand les libéraux reviennent au pouvoir, à la fois en Angleterre et aux États-Unis, c'est cette idéologie-là qui prend, qui organise la dérégulation et qui a servi volontairement, idéologiquement, l'État au marché. Alors, ça c'est un phénomène. L'autre phénomène, c'est simplement le phénomène de la prolifération de l'argent que Cyrulnik a appelé, dans la science, et qu'il a utilisé pour faire une comparaison avec le système financier, le phénomène de surpâture. Le phénomène de surpâture, c'est tellement formidable ce marché qu'il se développe beaucoup, et non seulement il est très encombré, mais ses propriétés mutent, les propriétés même du marché mutent. Donc, d'abord, quand le marché prolifère dans la dérégulation, il devient immaîtrisable, et on l'a bien vu, mais surtout, il change une donnée essentielle qui était la donnée d'Adam Smith, c'est que dans le marché tel qu'il est conçu comme bon compagnon de la démocratie, le marché fait du profit qui est justifié par la valeur qui est créée par la société. Je crée une entreprise, je fabrique des emplois, je peux prétendre que quand j'ai gagné de l'argent, c'est parce que j'ai fait quelque chose de bien qui se répercute sur les autres. Or, le phénomène de surpâture, dans ce cas-là, il conduit à observer qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais qui n'apportent aucune valeur à la société. C'est d'ailleurs valable du fait de la prolifération de l'argent, aussi certainement, pour une part, du fait de la prolifération des consommations immatérielles, qui fait qu'on peut fabriquer de la consommation immatérielle de plus en plus, sans réellement fabriquer d'emplois pour les gens. Bon. Et c'est un immense sujet. Bon. Donc, moi, j'ai une position qui est très simple. Il y a inversion fondamentale du rapport entre le marché et l'État. Le marché s'est placé au-dessus de l'État. Il a, évidemment, en faisant éclater les frontières, empêché les capacités de regouvernance des marchés par l'État. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et donc, si on prend la grande expression « faut-il changer nos désirs ou faut-il changer l'ordre du monde ?», je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais dit aux Français, écoutez, vous n'avez pas changé l'ordre du monde, il faudrait peut-être changer nos désirs pour s'adapter à l'ordre du monde. C'était l'idée qu'on pouvait se faire il y a une dizaine d'années quand on était plutôt libéral progressiste, si j'ose dire. Aujourd'hui, on dit non, quand même, il faut changer l'ordre des choses. Il faut rechanger l'ordre des choses. Alors, il le faut d'autant plus d'ailleurs parce que ce système de prise en main par le marché est profondément inégalitaire. Et ce n'est pas seulement du fait de la société de marché financier, c'est du fait de la globalisation et de la montée de l'économie virtuelle qui nous met dans cette situation de winner take all, où on a, vous avez revu dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier, l'évolution relative des revenus en France. On commence à connaître un phénomène à l'américaine où tout se concentre sur le premier centile. Deuxièmement, je pense qu'on a, on va en parler longuement, un problème avec l'élite. Je crois qu'il faut lire le petit bouquin de M. Beffa qui dit « La France doit choisir ». Bon, je pense que la France n'a pas choisi, sauf que l'élite a choisi le libéralisme anglo-saxon,
et que le peuple reste dans son système à lui, le refuse, et que ce rapport-là crée une sécession assez forte entre les dirigeants français et l'opinion de la population qu'il faudrait, si on était capable, essayer de réconcilier. Et ensuite, on parlait de nécessité ce matin. Je pense que même dans la pensée économique, on est sorti du rationnel. Vous savez que toute la théorie économique est fondée sur l'utilité marginale, sur un monde de nécessité. J'ai repris cette petite phrase de Renan qui est assez intéressante, qui dit si l'histoire était dominée par la nécessité, on pourrait tout prévoir, mais si elle est dominée par le jeu de la passion et de la fortune, on ne peut rien prévoir. Et dans un monde dominé par l'argent, puisque l'argent n'a pas de limite quantitative, il défie les lois de l'utilité marginale décroissante. Eh bien, moi, je pense que nos théories économiques, alors on pourra en parler longuement, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, etc., les théories économiques classiques sur lesquelles on fonctionne encore sont relativement dépassées. Donc il y a deux façons de faire, ou trouver des nouvelles théories économiques formidables, ou essayer de recaler le monde à l'intérieur de quelque chose qui fonctionne à peu près. Alors, quelle est la capacité de réponse à ça ? Pour moi, j'adhère à Régis Debray sur l'idée des frontières. Je pense qu'il n'y a pas de collectivité sans frontières, et il faut entendre cette frontière comme positive. La société de marché financier a détruit nos frontières où qu'elles soient, qui sont des frontières qui ne cherchent pas à se séparer de l'autre, qui cherchent à identifier un groupe solidaire qui peut créer consensus et au sein duquel on puisse prendre des décisions souveraines. Je crois qu'à partir de là, on a deux solutions. Deux solutions simples, il y en a peut-être d'autres. Bon. La première, c'est de revenir à la frontière nationale en disant il nous faut un nouveau projet national, il faut retrouver nos capacités d'action au niveau national. C'est grosso modo la destruction de la zone euro, on reprend le franc et on fait autre chose. C'est pas théoriquement impossible. Je pense que la France a, du point de vue de ses ressources, de ses infrastructures, de son éducation, de son territoire, de la qualité de ses entreprises, aurait la capacité matérielle et technique à le faire. Je pense qu'il n'y a absolument aucun consensus social pour qu'on puisse faire ça de manière apaisée. Je pense que c'est la guerre interne. Si on fait ça, il me reste 10 secondes. Mais j'ai connu, c'est les 10 secondes. C'est vos 10 secondes, elles sont assez longues. Donc, je crois que le retour aux frontières nationales est quelque chose qui n'est pas totalement impossible, à l'intérieur duquel on peut vivre, même dans une économie globalisée assez large. Vous savez que le World Economic Forum vient de sortir la liste des pays les plus compétitifs. 4 des 5 premiers pays sont européens, ils sont tous petits. Donc la Suisse, la Suède, la Hollande, etc. Bon. Donc je dirais que ce n'est pas la version hollandiste du futur, c'est la version plutôt hollandaise, je dirais. Donc, bon. Alors maintenant, sur la version hollandiste, je n'en vois qu'une, c'est le projet européen. Moi, je suis profondément européen. Je trouve nous avons la capacité, nous avons une vraie culture européenne commune. Je pense qu'on a un modèle social qui n'est pas exactement le même partout, mais qui est assez homogène par rapport au reste du monde. Je pense qu'on est dans un monde dans lequel les États-Unis et la Chine vont compter énormément et qu'un effet de puissance de l'Europe est possible, certainement sur base de l'eurozone. Et je pense que nos hommes politiques se sentent absolument incapables de porter ce projet. Je relisais un interview de Moscovici la semaine dernière dans Les Échos où on lui posait la question de savoir comment il voyait l'union politique. Il dit l'union politique, c'est la solidarité par les eurobonds. Bon, si on en est, c'est le grand sujet immédiat, l'euro. Mais il n'y aura pas d'adhésion de l'opinion à un projet européen si ce projet n'est pas politique, social, économique et démocratique. On puisse mettre notre bulletin dans la même urne. Madame Angela Merkel a dit en début d'année, l'Europe c'est de la politique intérieure. Je crois qu'il faut lui dire banco, allons-y, comment on le fait. Bon. Pour l'instant, et j'en termine, enfin, je suis d'accord pour dire Monsieur Draghi, c'est très bien, mais Monsieur Draghi, je pense qu'il fait un peu honte aux politiques, parce qu'il fait un métier qui n'est pas le sien. Il est obligé, c'est absolument indiscutable, de dépasser son mandat pour fabriquer de l'État, si j'ose dire, au niveau européen, où il n'y a pas d'État, pour revenir à l'État. Il n'y a que deux choses qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il faut les faire, mais ça ne suffira pas. Un, faire ce que fait Mario Draghi.
Deux, de faire un État bancaire, si j'ose dire européen, c'est ce qu'on appelle l'union bancaire. C'est extrêmement important de le faire. C'est politiquement acceptable parce que tout le monde se dit que de toute façon, on tord le cou des banques et ça c'est la bonne formule, alors que c'est politiquement très intégrateur. Donc je suis tout à fait d'accord sur ce passage-là, c'est très important. Mais dans les mois qui viennent, s'il n'y a pas un projet politique qu'on puisse opposer notamment à l'opinion allemande, qui n'est pas contente du tout de ce qui se passe, alors on va retrouver les problèmes qu'on a connus et on s'en sortira pas. Donc, c'est pas facile, et on parlait de où on va. Moi, mon ancien patron au CCF me racontait toujours la fameuse... là, on va aller à la fin le fameux proverbe de l'Irlandais qui demande « Comment fais-je pour aller là-bas ?» et dit « Pour aller là-bas, faut pas partir d'ici. » Alors, au même mot, les mêmes remèdes depuis un certain nombre d'années. Je suis contente d'entendre marcher ou pas marcher, mais qu'on a un espace économique qui a pris le pas sur l'État-nation. Je ne suis pas certaine qu'une nation se décrète, théoriquement. Je ne suis pas certaine, au vu des jeunes générations, et même des moins jeunes générations, au vu de la mobilité des individus croissante, et de leur lien de plus en plus direct grâce à Internet avec les entreprises, qu'on n'est pas au milieu des États qui en réalité sont et des institutions qui sont totalement dépassées, et que la réponse protectionniste, c'est sympa, mais ça crée des logiques de guerre. Une Europe théorique, ça fait 50 ans qu'on y est, et je crois que les jeunes ne savent même plus de quoi on parle, y compris quand on leur parle de nation. Donc pour remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire la tête sur le haut du corps, à savoir le peuple et la nation avec un marché qui a un objet, dans un espace mondialisé, comment on fait, Marc Guillaume? Alors Olivier. Je branche mon micro, voilà. Alors d'abord, comme chacun sait, Nathalie est farceuse. Et de sorte que lorsque je suis arrivé hier soir vers 21h, elle m'a dit écoute, tu sais quoi, demain tu vas parler. Ce qui était évidemment absolument pas prévu. Donc je dis ça évidemment pour m'excuser par avance des imperfections que vous avez trouvées à mon discours. Alors évidemment, il y a le titre déjà, on va partir de ça. Il y a un État et marché, État ou marché. On voit bien que lorsqu'on juxtapose finalement ces deux notions, en fait on les oppose. Et c'est là la perche que nous a tendue Nathalie. Et je vais évidemment m'engouffrer dans cette brèche et puis finalement m'appuyer sur cette dichotomie pour faire un plan assez classique qui satisferait l'Académie, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Si vous voulez, avant de rentrer dans mon propos, je veux dire que je vais prendre comme définition de ce qu'on appelle, puisque finalement l'État c'est quoi, les marchés c'est quoi, je vais donc prendre deux acceptions simples. Dans cette opposition, j'allais dire État-marché, je vais dire que l'État en gros c'est la force de régulation, c'est ce qui met des barrières, j'allais dire, et de l'autre côté, le marché ce serait... l'initiative, le laisser-faire, enfin bon, voilà, ce qui pourrait relever finalement un peu du désordre. Ce faisant, d'ailleurs, je préjuge déjà. Alors, si vous voulez, partons finalement d'une expérience que vous et moi avons tous fait. Quel meilleur ressort, finalement, trouve-t-on dans la vie, lorsqu'il s'agit de créer, de dépasser, de trouver de l'énergie, de conquérir, d'innover, quel meilleur ressort, finalement, que le désir que nous avons, la force personnelle que l'on tire finalement de la possibilité de réaliser quelque chose qui nous est propre, de réaliser un rêve. En termes plus modernes, on appellerait ça la libido, j'allais dire. Ou alors le self-interest, quand on est anglo-saxon. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure le démarrage ou le rebond de la Chine, le retour de la Chine dans le concert des nations, après 2 siècles d'éclipse. N'est-ce pas, on attribue ce redémarrage à l'apophthegme de Deng Xiaoping, enrichissez-vous. Donc finalement, on pourrait aussi imaginer que c'est le self-interest aussi qui a permis à la Chine de revenir. Cependant, évidemment, nous avons aussi fait l'expérience que cette libido, ce désir, qui est donc un moteur, elle a aussi tendance, puisque c'est ainsi que le méfait, à avoir du mal à se contrôler elle-même. Elle a du mal à se brider. Et très vite, pointe l'excès, la démesure, l'hybris, la cupidité. Et, ma foi, les partisans du laisser-faire vous diront, mais c'est pas grave. Souvenez-vous de
la harangue de Michael Douglas dans Wall Street, le premier Wall Street, il y a une vingtaine d'années, hein, lorsqu'il disait « Greed is good », la cupidité c'est une bonne chose, parce que justement c'est ce moteur. Et c'est ce moteur qui va nous pousser tous à investir, à bouger, à créer. Reste que force est de constater que si on libère, hein, si on déchaîne de l'énergie, notre désir propre, à un moment donné, rapidement, va se confronter, se heurter aux intérêts et aux désirs des autres, et aux intérêts et aux désirs de cet être abstrait qu'on appelle la collectivité. En tout lieu, donc, et en toutes circonstances, il a bien fallu inventer des moyens de canaliser, finalement. À la fois, il faut de l'inspiration, il faut du désir, et en même temps, il faut réussir à canaliser ce désir. Et mon Dieu, aussi longtemps qu'on remonte dans le temps, on va trouver des formes archaïques, des totems, des divinités irritables, qui étaient là pour vous dire « n'allez pas trop loin, contrôlez-vous », ou des formes plus modernes, évidemment, que sont l'État, la régulation, le droit, évidemment, qui sont aussi des instruments, justement, de régulation des self-interest. On pourrait même aller plus loin. On pourrait dire que, en suivant un peu la thèse freudienne, que c'est finalement le surmoi qui est indispensable. L'existence de contraintes, si on parle de dépasser quelque chose, si on parle d'avoir de l'énergie pour dépasser, il faut bien qu'il y ait quelque chose à dépasser. Donc la contrainte, la barrière, peut-elle être aussi une forme finalement d'aiguillon à la créativité. Et la censure, par exemple, dans l'histoire, n'a-t-elle pas été finalement aussi un formidable aiguillon pour inspirer aux auteurs leurs plus audacieuses créations? Et d'ailleurs, jamais, en fait, les censures, même les plus sévères, n'ont empêché justement la créativité, n'ont empêché la circulation des idées, ce qui a toujours conduit aux révolutions, finalement. Plus proche de nous, d'ailleurs, je vais prendre un exemple moins abstrait, mais plus proche de nous, un industriel me disait récemment que les contraintes environnementales qui s'appliquent dans nos pays développés, finalement, sont pour lui aussi, finalement, un levier d'amélioration de ses processus de fabrication et donc d'amélioration de sa productivité et de sa compétitivité. Et donc, finalement, de la contrainte peut naître aussi un avantage compétitif. Ajoutons enfin que la nécessité de réguler, elle tient aussi au fait que l'agent individuel a du mal à voir loin dans le temps. Et finalement, donc, le rôle de l'État, le rôle qu'on attribue fréquemment à l'État, justement, c'est la durée. C'est le fait de pouvoir bâtir à long terme et investir à long terme, sans que le retour, finalement, sur investissement ne soit visible même sur une seule génération. Souvenons-nous que dans les années 20, par exemple, lorsque ces brillants esprits firent les grandes percées de la physique quantique qui nous servent aujourd'hui quotidiennement, aucun d'entre eux n'avait évidemment en tête qu'un jour, ça se transformerait en téléviseur ou en iPhone. Deuxièmement, évidemment, le rôle de l'État régulateur, c'est d'éviter ce que les économistes appelleront les externalités négatives, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir aussi, on risque aussi, par notre activité, de créer finalement des désordres qui nuiront à tout le monde. Il y a un concept qui a été popularisé dans les années 60 par un des premiers écologistes américains, Garrett Harding, qui s'appelait la Tragedy of Commons, c'est-à-dire la tragédie des biens communs. Le bien commun auquel tout le monde a accès librement, et bien évidemment, tout le monde ayant accès librement à ce bien va avoir tendance à en abuser, et l'environnement, évidemment, est un bon exemple de cela. D'autres modèles plus financiers, ceux-là, montrent que, et ils sont assez robustes, hein, montrent que lorsqu'on fait tourner finalement un modèle de transaction et que l'on fait varier les paramètres de contrainte et de régulation, moins il y a de contraintes, plus il apparaît des phénomènes d'hyperaccumulation de richesse. Et, mon Dieu, les 20 dernières années ont prouvé que ce n'était pas juste le fait des modèles, c'est aussi le fait de la réalité. Et puis, pour conclure sur ma thèse donc, pour la régulation, évidemment, vous ne trouverez jamais meilleur défenseur de la régulation et de l'intervention de l'État que le vrai libéral, lorsqu'il s'agit de défendre ses propres intérêts, évidemment. Alors pour autant, est-ce que toute régulation est bonne? Est-ce qu'une régulation peut être parfaite? Certainement pas, puisque une régulation, c'est un pouvoir. Et comme disait Monterland, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que l'abus de pouvoir. Le problème de toute régulation, bien sûr, ça va être d'aller trop loin. Un exemple fameux, c'est le principe de précaution. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en voulant trop prévenir, en voulant trop se protéger, finalement, on ne risque pas de stériliser justement la créativité et l'énergie? Le deuxième problème de la régulation, c'est qu'elle tend à sédimenter. On régule, puis on régule encore un peu plus, parce qu'évidemment, en face, quand on régule, le marché s'adapte, et donc on en remet une couche,
Et puis, ainsi de suite, les couches s'empilent et finissent par former un carcan qui, justement, devient pour le coup vraiment stérilisant pour la créativité. Le troisième inconvénient de la régulation, c'est qu'elle a du mal à s'adapter aux mutations du monde. Et François parlait tout à l'heure du fait que nous étions non pas dans une crise brève, non pas dans un aléa de conjoncture, mais incontestablement dans une vraie mutation du monde. Et il est évident que là, quand des changements profonds comme ça se produisent, eh bien la régulation a tendance à traîner derrière. Dernier élément, évidemment, toute régulation tend à se renforcer elle-même. Elle devient finalement, et elle conduit aussi à aborder un espèce de contrôle tatillon. Et la régulation devient son propre objet, plutôt que de servir les objectifs fondamentaux pour lesquels elle a été créée. Et ce qui fait qu'au final, sous couvert de protéger, on finit par nuire à celui qu'on est censé protéger. Je pense que l'exemple des rigidités dans le marché du travail, dans certains marchés du travail, et beaucoup d'analyses empiriques montrent que les marchés du travail les plus régulés, les plus rigides, sont aussi ceux où l'on constate les taux de chômage les plus élevés. Et la France, l'Italie aussi d'ailleurs, en sont des exemples tout à fait patents. Alors, que faire ? La difficulté donc à réguler, ça va être justement ça a été dit, de retrouver finalement le bon lieu de la régulation. Et c'est là que l'évolution du monde, cette ouverture, cette mondialisation sur laquelle je doute qu'on revienne un jour, met sous tension finalement nos systèmes de régulation qui au départ ont été conçus dans un espace commun, j'allais dire, avec des valeurs partagées, avec des références partagées. Lorsqu'il s'agit de réguler pour le compte de toute une région du monde, voire pour le monde entier, on va finalement devoir faire s'opposer, ou faire se parler plutôt, des gens qui ont des conceptions de l'État, qui ont des conceptions de la régulation, qui ont des conceptions de la vie même très différentes, ne serait-ce que de part et d'autre de l'Atlantique. Réguler, effectivement, pour un Américain, c'est souvent, en effet, synonyme d'intervention de l'État, d'oppression, enfin bon. Alors, je pense que plutôt que de plaider, plutôt donc d'être dans cette dichotomie régulé ou pas régulé, État contre marché, on ne va pas plaider pour l'absence de régulation, mais plutôt pour une régulation qui serait capable de s'adapter rapidement. Ce qui compte, c'est vraiment cette possibilité que nous devons acquérir, d'être capable de s'adapter, de débarrasser, d'épousseter régulièrement l'empilement des contraintes que nous posons à l'activité humaine, à l'activité économique. Et on se souviendra, on a eu un exemple de ça l'an dernier, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est passé assez inaperçu, mais souvenez-vous, il avait dit, finalement, les mois qui restent devant moi, on va les passer à délégiférer. C'était quand même pas le moindre des paradoxes, venant de la part de quelqu'un qui, à chaque événement, micro-événement, avait évidemment fait adopter des lois. Reste que l'idée est bonne, et qu'un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Irlande, ont effectivement fait ce travail de se dire, bon, on a empilé tout un tas de textes, tout un tas de contraintes, et donc maintenant nous allons finalement petit à petit épousseter cela. Mais évidemment, quand on fait ça, on se heurte à celui à qui on a dit qu'il allait réguler, et qui lui veut garder son job. Si on dérégule, ça veut dire forcément qu'on va se heurter là aussi à des intérêts. Et donc il faut finalement parvenir à réguler le régulateur. Et c'est là toute la difficulté. Ce qui veut dire que finalement, opposer État contre marché, État et marché, État ou marché, c'est finalement, j'ai bien compris, je vais conclure, c'est ma dernière page. Ça, c'est de la régulation, vous avez vu, ça, c'est formidable. Alors, tout à l'heure, j'ai cru que c'était toi, d'ailleurs, qui avais actionné la sirène. Je m'attendais à voir. Finalement, rester dans cette dichotomie, opposer État ou marché, État ou marché, c'est faire acte de paresse. La réalité, c'est qu'effectivement, on doit faire les deux. C'est État et marché, État avec marché, et puis faire donc un effort permanent d'analyse, d'écoute, de concertation, de délibération collective pour savoir ce qui est bon à réguler, ce qui doit l'être, ce qui ne doit pas l'être. Et je terminerai par cette citation d'Oscar Wilde. « L'homme est un animal raisonnable qui se met régulièrement en colère lorsqu'on lui demande d'agir en accord avec les préceptes de la raison. » C'est bien la tension dans laquelle nous nous trouvons. Marc ? Bon, je vais me placer dans les pas de mes prédécesseurs. Oui, pardon. Je vais me placer dans les chemins qui ont été brillamment suivis par mes prédécesseurs, mais je vais quand même essayer de vous surprendre en attaquant la question de la
la relation entre l'État et les entreprises à travers un sujet d'actualité qui est la dette publique. Pourquoi se soucie-t-on de la dette publique? Qu'est-ce qu'on en a à faire de la dette de la France? Ça n'a aucune importance, la dette de la France. La dette de la France, c'est la créance des Français. Pas tous. Pas tous. La moitié. Faisons comme si on était japonais, un instant. Pourquoi nous casse-t-on les pieds avec la dette de la France? C'est une créance que détiennent les Français et qu'ils passeront à leurs enfants. Donc, ceux qui disent « mais ne faisons pas s'accumuler la dette pour la passer à nos enfants », etc. Histoire de bons sentiments absurdes, puisque c'est une créance que nous passerons à nos enfants. J'espère que je me rends antipathique en disant ça, j'espère. Relativement, oui. C'est mon rôle, c'est mon rôle au Lonzac. Ça, mais non, c'est pas après moi le déluge, c'est après moi les créances que je passerai à mes enfants. Je vous répète, soyons japonais, la dette du Japon, c'est 200% du PIB, elle est détenue à 95% par les Japonais qui ont confiance en leur État, et donc tout va bien. D'ailleurs, la preuve que tout va bien, c'est que notre dette, quand nous faisons créance aux entreprises, on s'en réjouit. On veut que l'épargne, c'est le problème de tous les gouvernements et du gouvernement actuel, que l'épargne aille aux entreprises. Et personne ne s'inquiète que la dette que nous faisons, que les entreprises font, augmente. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là, je serai dans les clous. Voilà encore une histoire qu'on vous raconte et on vous embobine. Alors c'est pas tout à fait vrai quand même. C'est pas tout à fait vrai. Ouf. D'abord, vous qui avez fait crédit à l'État, vous qui avez un livret A, vous, etc., vous avez la peur de tout créancier. Vous avez peur que l'État fasse faillite, comme on dit, avec les assignats, avec les emprunts russes, on sait qu'un État peut faire faillite et que vous prêtez, donc c'est vous qui risquez. Cela dit, c'est pas bon. Ça. Mais si vous avez prêté à des entreprises, vous savez aussi que très souvent, vos actions, elles s'évanouissent. Même les actions, c'est pas une créance, mais enfin, ça s'en rapproche. Hein. Bon. Et les obligations, ça peut également vous jouer des tours. Mais on considère que vous avez été un spéculateur et donc c'est moins grave. Mais au fond, c'est quand même un peu la même chose. Deuxième chose, je vais très vite pour essayer d'aller à l'essentiel, parce que ça, c'est pas l'essentiel. C'est ennuyeux, mais c'est pas l'essentiel. Si l'État est raisonnable, pendant les 30 glorieuses, 3-5% de croissance par an, les entreprises, vous payez des dividendes, vos obligations vous rapportez, et vos emprunts d'État, Pinet par exemple, vous rapportez vos 5%. Tout allait bien, l'État vous remboursait comme les entreprises. Bon. Qu'est-ce qui pose problème au jour d'aujourd'hui? C'est que l'on craint, en effet, parce qu'il n'y a pas autorégulation, je vais y venir dans un instant, on craint que l'État ne vous rembourse pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ne vous rembourse pas? Ça ne veut pas dire formellement qu'il ne va pas vous rembourser. Alors, c'est soit l'inflation, soit une autre façon qui est d'augmenter le taux d'impôt. Parce que quand il y a croissance, l'État, effectivement, va profiter de la croissance et donc a le moyen de vous payer vos intérêts. Mais quand la croissance est trop faible, l'État ne peut vous payer que 1%. S'il n'y a pas de croissance, il ne peut rien vous payer. Je vais très vite, hein, je sais qu'il faudra regarder ça de plus près. Donc, qu'est-ce que va faire l'État? Il va sans doute augmenter les taux d'impôt. Et c'est là où, effectivement, nos héritiers sont dans une situation un peu particulière. Ils ont hérité de leurs parents, alors ce n'est pas forcément les mêmes, mais là aussi, hein, je vais à l'essentiel. Ils ont hérité de leurs parents une créance, une épargne forcée, et en fait, ce n'est pas une créance, puisqu'ils vont servir de cette créance pour payer leur impôt. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on faisait de l'épargne, mais en fait, on va nous la reprendre sous forme d'impôt. Donc ça, c'est effectivement un vrai problème et on comprend bien qu'il faut qu'on régule un peu, sans peut-être tomber dans la règle d'or, mais on voit bien qu'en période de faible croissance, les États, justement, ont été amenés à se surendetter et donc il va falloir introduire des règles. Alors maintenant, je vais en arriver à la partie la plus intéressante et la plus abstraite. Et là, je vais retrouver le bon sens. En effet, la dette de la France, qui apparaît comme une créance des Français,
est en réalité une croyance des Français ou des Européens ou des Américains, et cette croyance fait qu'en fait, c'est quand même leur dette à eux. Vous voyez, c'est là où il y a un retournement un peu philosophique ou méta-économique. D'ailleurs, pour vous amuser, ce n'est pas un anagramme renversant comme on aime en faire, mais c'est un anagramme éclairant. Si vous écrivez la dette, c'est l'anagramme de l'État. La dette égale anagrammatiquement de l'État. Et ça tombe bien, parce qu'il n'y a de dette que de l'État. C'est ça mon hypothèse. Ça va être dur. Parce que, comment une créance que vous avez peut-elle se transformer en dette? Eh bien parce qu'une créance, c'est une croyance. On croit que l'État va vous rembourser. Et au fond, ça a été dit ce matin dans la table précédente, l'État est l'héritier d'une transcendance. Les dieux, le prince, l'État. Et donc, en vous faisant croire qu'il vous remboursera, vous êtes en fait d'éternels débiteurs de l'État. Au sens fort du terme. Et là, effectivement, commence une partie de bras de fer entre le monde de l'entreprise ou les marchés et l'État. Les marchés, ils ont un avantage, et c'est pour ça qu'ils ont été inventés par l'État. Je me permets d'ailleurs de donner la référence pour vous montrer à quel point j'étais d'accord avec mes prédécesseurs, la référence de Brodel que j'emprunte, qui est citée dans l'ouvrage magnifique de mon voisin. Donc Brodel, dans La dynamique du capitalisme, écrit « Le capitalisme ne triomphe que lorsqu'il s'identifie à l'État, lorsqu'il est l'État ». Évidemment, Foucault va le dire d'une manière encore plus forte. Le marché est une invention de l'État. Les deux avantages du marché, l'un a été dit, c'est que le marché s'autorégule. Donc, justement, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que ça s'autorégule. En gros, vous avez voulu spéculer, vous avez tout perdu, il y a autorégulation. Le deuxième facteur qui est lié au premier, c'est une sorte d'avantage symbolique du marché sur l'État. Et là, on retrouve Frankenstein, mais par un angle un peu différent. On retrouve Mary Shelley. Qu'est-ce que c'est que l'honneur d'une entreprise? C'est qu'elle fait faillite, c'est qu'elle affronte la mort. Elle meurt, l'entreprise. Et donc, elle regarde l'État dans les yeux en lui disant « Toi, tu ne meurs pas ». Donc, dans la partie de bras de fer, symbolique cette fois-ci, entre marché et État, c'est quand même le marché qui a le dernier mot, parce que lui, il sait mourir. Il affronte la mort. Donc, vous voyez, la partie n'est pas gagnée entre les deux. Et qu'est-ce que peut faire l'État? L'État doit toujours réalimenter la croyance. C'est pour ça qu'on a peut-être vécu le 6 septembre. J'arrive vers la conclusion, il me reste combien de secondes? Moins 20. Peut-être a-t-on vécu le 6 septembre un jour historique. En effet, lorsque la BCE dit, comme l'a très bien dit Charles-Henri, en tapant sur la table, puisque les pouvoirs politiques ne doivent pas y aller, moi, sous certaines conditions, je paierai vos dettes indéfiniment. Et donc là, la BCE essaye de devenir, non pas l'État, parce qu'effectivement, tu l'as bien dit, on n'a pas les moyens, mais une sorte d'instance surplombante. C'est magnifique. Le culot de faire... Oh, c'est bien, voilà. Bon. Deuxième, deux remarques pour ne pas être trop long et pour laisser justement dans la discussion. On a évoqué, et c'est vrai, on est dans un virage. C'est très dur aujourd'hui pour les comment tu disais, j'ai déjà oublié ton sigle, les NDC. C'est très dur pour les NDC de gérer leur déclin. Il faut que le capital social augmente. Le capital social, c'est se soucier de l'environnement, de l'éducation, de la santé, etc. Donc il faut effectivement que l'État soit présent, qu'il ne soit pas endetté. Et donc, c'est pour prendre ce virage, il faudrait un moteur plus important. Donc, l'importance que ça se fasse au niveau européen est essentielle. Moi, j'ai tendance à dire Europe, oui, c'est la seule solution raisonnable, mais en n'oubliant pas qu'on est dans la mondialisation, mais en même temps, on est dans une verticale de la mondialisation. Il y a 3 verticales dans le monde. Il y a la verticale américaine, nord-américaine, sud-américaine, Amérique centrale. Il y a la verticale qui est un peu tordue de l'Asie. Et puis nous, on est dans une verticale qui commence à Stockholm et qui finit au Cap. Donc l'Europe, mais probablement dans le cadre de cette verticale. C'est-à-dire, je plaide pour une union de la Méditerranée et au-delà de la Méditerranée. Et enfin, dernier point, une fois qu'on se sera endetté au niveau mondial, l'homme occidental endetté face à ces pays
qu'on appelle émergents, mais qui sont déjà largement émergés, la question de la croyance continuera de se poser. Je vous remercie de votre patience. Alors, avant de passer la parole à la salle, mais là, ils vont poser des questions de toute façon, mais vous vouliez réagir parce que vous n'étiez pas d'accord. Donc, réagissez, cher François. Ça marche là? Non, c'est un tout petit détail par rapport à ce que disait au début de son intervention Charles-Henri. Il a parlé du don et du contre-don, de l'histoire de l'échange. Vraiment, Mauss, cette lecture du don et du contre-don est une lecture incroyablement occidentale, incroyablement moderne, et à mon avis assez erronée du fonctionnement de sociétés primitives, où effectivement il existe du don parce qu'il y a une ample circulation de générosité nécessaire, comme disait Georges Duby, mais il n'y a pas de contre-don. Voir le don et le contre-don, à mon avis, est une vision marchande, déjà, et qui n'appartient pas ou qui ne relève pas de ce qui se passe dans les sociétés primitives. Évidemment, ça se discute beaucoup, mais relisez Les Tristes Tropiques de Lévi-Strauss, où il dit qu'à chaque fois qu'il revenait chez les Bororo, chez Nambiquara, ce qui le frappait le plus, c'est que le roi était encore plus pauvre que la dernière fois, parce qu'il avait donné tous ses biens. Évidemment, Lévi-Strauss, qui n'était pas un imbécile, s'est rendu compte très vite qu'il était pauvre selon notre critère de la richesse. Mais dans le critère local, c'était que plus il donnait, plus il pouvait exercer son pouvoir, mais il n'y avait aucun contre-don. Il y avait une espèce de symbolique, mais il n'y a pas de réciprocité. Voilà, mais c'est un détail théorique. Moi-même, d'une société primitive qui s'appelle la Corse, où ça fonctionne comme ça, où historiquement le clan corse a fonctionné exactement de cette manière, bon, ça n'empêche pas que le contre-don puisse exister. Mais le contre-don, là, il est, si je peux me permettre, dans l'octroi du pouvoir. Et que les chefs des tribus primitives se soient beaucoup appauvris pour pouvoir tenir un certain pouvoir, ça fait partie du jeu, mais je ne pense pas que ça vient en contradiction forcément totalement. Je ne suis pas un anthropologue. Hein, je retiens une seule chose. Je suis juste banquier, moi. César disait qu'on ne pouvait pas discuter avec les Corses. Je ne discute pas avec toi. Olivier, 2 secondes. Monsieur le Premier ministre, une question. Corinne. Un tout petit mot pour tempérer un petit peu l'enthousiasme de mon voisin Marc sur la décision donc, de la BCE et de Mario Draghi annoncée avant-hier. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans. Hein. Finalement, les problèmes seraient résolus. Oui, sauf que si on rembourse la dette en créant de la monnaie, on affaiblit un bien commun important qui est justement cette monnaie. Et que c'est une recette classique, effectivement, hein, qui a été utilisée par les États et par les monarchies il y a très longtemps. Hein, le debasing, enfin, on rogne finalement la monnaie. Ça veut dire que on est susceptible. Aujourd'hui, nul ne sait ce que ça donnera, mais enfin, potentiellement, effectivement, voilà, si on alimente la dette par la monnaie, on crée de l'inflation. Autrement dit, on appauvrit tout le monde. Alors, François a l'air de ne pas être d'accord avec moi. D'abord, il a évidemment le droit. Deuxièmement, il y a des questions dans la salle. Nul n'en sait rien. Mais enfin, il n'empêche qu'effectivement, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, hein, il y a pas de, on ne peut pas faire disparaître comme ça, sans qu'il y ait de coûts, fût-ce des coûts implicites ou des coûts cachés. Si vous permettez, ce sera dans un premier temps une réflexion courte qui pourrait déboucher sur une interrogation. Je pense que on va. D'accord. Non, je dis, ce genre de questions montre que nous vivons un malaise réel qui peut être effectivement une crise ou qui peut être une mutation, comme vous l'avez dit. Je pense que ce malaise se traduit, parce que nous parlons d'État et de marché, de mon point de vue, de l'échec des 2 institutions qui ont en charge globalement la réalisation des objectifs que nous assignons. D'abord un échec de marché, un échec qui était déjà connu pour certaines particularités de biens publics ou d'externalités, mais aussi un échec qui est également dû à des divergences par rapport aux normes de ce marché, sur la divergence entre les gains privés et les gains de la collectivité. Aujourd'hui également, il y a cette notion au niveau de la concentration qui fait que la notion fondamentale schumpeterienne de la destruction créatrice ne fonctionne plus. Il y a
une telle concentration des entreprises que des entreprises ne peuvent plus failliter. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'échec de l'État à suppléer le marché, à corriger l'échec du marché. Cet échec, de mon point de vue, est dû à deux facteurs essentiels. D'abord, et c'est ça qui crée le malaise, les leviers classiques que nous connaissons et que nous pensons être les éléments qui peuvent corriger l'échec du marché ne sont plus opérants, n'opèrent plus. Et donc, si on parle aujourd'hui, parce que c'est l'actualité, l'instrument qui a été le plus utilisé a été l'instrument monétaire. Et depuis un certain temps, depuis 2008, cet instrument est complètement dans ses limites. On est dans une trappe de liquidité parce qu'on a atteint les limites et donc ça ne donne plus de résultats. Et l'endettement fait aussi que l'instrument budgétaire devient de plus en plus difficile. Donc les instruments et leviers que nous connaissons n'ont plus aucun rôle important. Et donc la grande question, comment dépasser, comment repenser les leviers classiques pour pouvoir répondre à cet échec de marché. Le troisième échec, c'est l'échec de notre système politique et social. C'est quoi? C'est qu'il aboutit à des inégalités absolument monstrueuses, qui aujourd'hui, que ce soit des inégalités intra-État ou inter-État. Et ces inégalités aussi contribuent à l'échec aussi bien du marché, parce que et l'échec également de l'État, parce que l'État s'affaiblit par rapport à cela. Donc, de mon point de vue, aujourd'hui, il y a un autre malaise et une autre crise importante qui me semble pouvoir aider au règlement de la crise que nous connaissons. C'est un peu bizarre, mais il y a une véritable crise aujourd'hui alimentaire, une crise énergétique et une crise de climat. Je pense aujourd'hui la réflexion doit s'orienter vers le règlement de ces crises alimentaires et énergétiques comme levier pour donner la capacité à l'État de pouvoir corriger les échecs de marché. Et dans cela, ça veut dire que c'est l'instrument budgétaire qui va être l'instrument premier, mais pas au sens où vraiment simpliste keynésien, mais au sens où l'instrument budgétaire va être utilisé dans des investissements de nature à régler la crise alimentaire, de nature à régler la crise énergétique et de nature à régler la crise du climat. Et donc je pense que la réflexion, la question que je pose, c'est est-ce que nous pouvons penser à ce levier comme étant une piste possible pour chercher à corriger ces échecs. Merci. Merci. François, et puis les micros déjà. Monsieur le Premier ministre, je crois que ni l'humanité ni le monde n'existent depuis toujours. Ce sont des notions très récentes du XXe siècle. L'humanité a commencé d'exister même quand elle a défini un crime contre elle-même, en disant il y a un crime contre l'humanité. Et quant au monde, même si le journal peut faire penser que c'est très ancien, le monde, quand on dit le monde, la guerre mondiale, c'est aussi quelque chose du XXe siècle. Donc ce qui est difficile pour nous tous, c'est que les idées vont relativement vite et la réalité est terriblement lente. Et vous le savez probablement mieux que beaucoup d'entre nous ici. Si on regarde historiquement, si on met en perspective l'évolution des rapports entre la souveraineté et l'économie, on sait que l'économie n'a jamais été quelque chose d'autonome. Si vous repartez en Mésopotamie ou si vous allez à Mycène au XIVe siècle avant Jésus-Christ pour aller relativement loin, c'est quelque chose qui est complètement conditionné, déterminé et qui est dans la main du prince. Il existe même encore dans certains pays aujourd'hui une économie princière ou une économie palatiale qui a une véritable consistance par rapport au reste de l'économie. Je pense à certains pays, je ne vais pas développer, mais on pourrait développer assez facilement. Très lentement, l'économie, c'est des activités économiques, un peu comme l'écriture et comme l'argent, se sont petit à petit autonomisés par rapport au pouvoir. C'était très lent. Et puis évidemment aujourd'hui, on parle très facilement de politique, d'économique, de social. Les choses sont presque dissociées les unes des autres. Vous allez voir où je vais en venir parce que je voudrais essayer de répondre à votre question qui me paraît vraiment déterminante. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ensemble encore ce matin, c'est le mot gouvernance. Alors je sais que c'est un mot à la mode. Gouvernance, ça veut dire comment est-ce qu'on gouverne sans gouvernement. C'est ça que ça veut dire.
Et moi, ce qui me frappe, c'est que pendant des siècles, le pouvoir a maintenu dans sa main toute possibilité de création monétaire. La monnaie n'avait de sens que parce qu'on la donnait à l'artisan qui faisait le tabouret pour le palais ou à celui qui fabriquait des armes. Et puis petit à petit, on est arrivé, on est passé dans des sociétés dans lesquelles la monnaie a commencé à s'autonomiser, les activités se sont autonomisées, les marchés se sont constitués, plus ou moins contrôlés. Et donc vous avez eu, disons au milieu du XIIIe, XIVe siècle occidental, en Europe, vous avez eu le développement de, d'abord, la raréfaction des butins, le fait qu'il était de plus en plus difficile de trouver de l'or, et le développement à Florence, à Milan, évidemment à Venise, mais aussi à Amsterdam, le développement de grandes innovations financières qui petit à petit ont permis de démultiplier les moyens et d'avoir une quantité de monnaie bien plus importante que celle que la nature proposait. Ce qui fait que quand vous regardez l'histoire avec du recul, vous vous dites qu'il y a eu une période pendant laquelle les deux seules manières de créer de la monnaie, c'était la guerre ou la nature. On allait chercher dans des mines où on prenait à l'autre ce qu'il avait. Donc c'était les deux moyens essentiels. Il y en a un troisième depuis quelques siècles, c'est la banque. Et ça change tout. Parce que tout d'un coup, on n'est plus dépendant de l'autre, on n'est plus dépendant directement de la nature. On peut l'être encore, mais enfin, il a fallu du temps pour dissocier la monnaie de la nature. Aujourd'hui, les monnaies ne sont plus convertibles en or. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que vous avez, dans l'ensemble des sociétés, l'apparition de quelque chose de nouveau qui est la banque. Puis, comme les banques peuvent faire en gros, au départ, à peu près n'importe quoi, on organise quelque chose, ça se passe pour la première fois en Suède, mais c'est surtout en Angleterre que ça devient efficace, on invente une banque centrale. Aujourd'hui, on a une multiplicité de banques centrales en Europe qui se mettent ensemble et qui créent une banque centrale européenne, d'un ordre radicalement différent de tout ce qui existe, puisque ce n'est pas une institution internationale, mais nationale, ce qui est très nouveau et ce qui est passé un peu inaperçu. Et c'est pour ça que Draghi, moi je suis d'accord avec Marc, Draghi, c'est déterminant, on pourrait discuter longuement, parce que tout d'un coup, c'est quelque chose qui affirme cette nécessité, une banque centrale, mais ce qui nous manque, parce que vous avez parlé de climat, de crise alimentaire, non, c'est pas la gestion des externalités, Nathalie. Non, oui, vous l'avez dit tout haut. Mon fils m'a dit, j'ai dit que tu étais un imbécile. J'ai dit, oui. Il dit, je l'ai dit tout haut. En fait, je le pensais. Bon. Mais non, mais ce que dit le Premier ministre est extrêmement important, parce que ça, ce sont des questions qui sont d'emblée mondiales. Je me permets de penser que la monnaie, c'est une question d'emblée mondiale, mais personne ne le dit. Il n'existe pas d'organisation mondiale de la finance. Il existe une organisation mondiale du commerce, il existe une organisation mondiale de la santé, il existe tout ce que vous voulez, mais pas de la finance. Donc, humblement, mais dans le sillage de John Maynard Keynes, que vous avez cité pour l'écarter, je propose qu'il y ait une banque centrale mondiale. C'est-à-dire qu'on se dote d'une institution qui aujourd'hui est défaillante, qui n'existe pas, et qui permette tout simplement, évidemment, il faut que les Chinois et les Américains soient d'accord. Vous allez me dire, on n'est pas... On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, on n'est pas arrivé. Mais, étant habitué à m'exprimer en milieu hostile, je continuerai jusqu'au bout. Je plaisante, parce que je sens que je suis trop long. Mais quand Victor Hugo parlait des États-Unis d'Europe, tout le monde rigolait. Quand on disait qu'il faudrait qu'il y ait une sécurité sociale bien avant Bismarck, tout le monde rigolait. Donc permettez-moi de penser qu'il peut arriver un jour que le bon sens ne soit pas utopique. Et qu'on puisse effectivement se dire, pour réguler les questions énergétiques, les questions alimentaires et les questions climatiques, il faut quelque chose, une institution qui soit bien au-delà de la simple superposition des institutions internationales. Donc le chemin est tracé. L'année prochaine, où on va au Lonzac, mais il faut encore 200, 300, 400 ans pour aller dans ce sens-là. Mais voilà, pardon d'avoir été long, mais ça me paraît important. Non, je voudrais juste rajouter une étape dans l'histoire de la création monétaire, qui est celle qui nous a amenés à la crise, c'est que il est arrivé un moment où, avec la création des marchés financiers, la création monétaire n'a plus été le monopole des banques sous le contrôle des banques centrales. Parce que qu'est-ce que c'est créer de la monnaie?
c'est pour vous d'avoir un dépôt disponible à la banque et pour la banque de l'utiliser pour faire des prêts à long terme. La création monétaire, c'est utiliser 2 fois le même argent. Et les marchés financiers, à partir d'un certain moment où ils ont été dérégulés, ont pu faire ça, et la création monétaire a échappé à tout. Et qu'est-ce que c'est que la création monétaire? C'est la création de dettes et d'actifs qui ont formé des déficits et des excédents énormes, c'est pour ça que je suis très à moitié d'accord avec mon ami Marc Guillaume, qui sont le principal problème à régler, sauf que la meilleure façon de le régler initialement, c'est d'essayer de les préserver pour que l'économie ne se casse pas la gueule. Donc, nous sommes exactement dans la même situation qu'au début de la crise, simplement avec des déséquilibres encore un peu plus forts. La phrase fut longue, mais intéressante. Corinne. Oui, moi j'étais un peu troublée par le fait que les 4 intervenants opposaient marché et régulation. Non, mais pour moi, enfin, et n'ont pas employé le mot réglementation. Or, pour moi, justement, il y a peut-être une ambiguïté. Le marché, jusqu'à présent, enfin, l'antinomique, c'était la réglementation et le rôle de l'État. Or, pour moi, la régulation, et c'est autre chose, c'est justement l'intervention des acteurs économiques et sociaux pour essayer de créer une solidarité et une solidarité collective, un mode de fonctionnement collectif d'un marché. Et je me demande justement si le moyen de dépasser ce dont on parlait, c'est ce rôle de l'État, ce n'est pas justement via la régulation, et on retrouve la BCE et M. Draghi, parce que, en fait, ce qu'il a créé par sa décision, c'est de la confiance. Or, c'est ça qui fait marcher la solidarité collective. Et voilà, je voulais savoir si je me trompais ou pas. C'était pas une question, en fait. Corinne se trompe-t-elle, messieurs? Moi, je pense que vous avez absolument raison. Il nous faut des vrais marchés régulés, transparents, vastes, qui puissent financer l'économie. Nous ne financerons pas l'économie sans de vrais marchés. François a très bien dit tout à l'heure qu'avant la crise, on a fabriqué des faux marchés, parce qu'effectivement, les intermédiaires financiers aiment les marchés un peu chaotiques qui préservent des grosses marges. Et c'est incroyable de voir que dans la crise, le seul marché qui ait vraiment fonctionné jusqu'au bout, c'est le marché traditionnel des actions. Tous les autres ont fini par se casser la gueule. Et l'Union bancaire européenne, c'est la surveillance, c'est in fine la régulation unique par un corps qui peut agir vite, parce que le grand problème qu'on a eu ces derniers mois, c'est quand on se met 27 autour de la table pour faire des choses affreusement compliquées qu'on ne peut plus toucher après, on n'est plus capable de répondre à la question qui est posée. Et pour rebondir encore là-dessus, effectivement, toute la difficulté, c'est comment réguler. Et on voit bien que dans le cadre du système financier, on se heurte à une complexité telle et à une sophistication telle, avec en plus un marché qui s'auto-entretient, puisqu'il gagne beaucoup d'argent, donc il attire des compétences et des intelligences extrêmement affûtées qui sont elles-mêmes donc capables de sophistiquer encore un peu plus le système. Et donc, finalement, et on en revient à cette vision un peu frankensteinienne, en effet, la créature échappe à son créateur. Et donc, celui qui est en face, qui est censé réguler, lui n'a pas forcément les moyens ni l'intelligence, enfin, l'intelligence, non pas qu'il en soit dépourvu, mais il n'a pas forcément les moyens d'attirer les mêmes intelligences et d'avoir aussi suffisamment de monde pour se confronter à ce monde financier. Et c'est typiquement ce qu'on a pu observer, puisque, si vous voulez, lorsque les règles prudentielles ont été modifiées dans les années 2000, lorsqu'on a adopté ce qu'on appelle les régulations de Bâle II, on en est à 3. Eh bien, il y avait au cœur de ces régulations de Bâle II un petit tour de passe-passe qui faisait que les engagements que les banques prenaient étaient non plus comptabilisés en les additionnant, mais cette addition était pondérée par un coefficient qui était censé représenter le risque. Bon. C'était dans ce coefficient que se cachait tout le génie, évidemment, des gens qui, sortis de nos écoles, par exemple, étaient capables de démontrer que le risque n'était pas si élevé que ça. De sorte qu'on a vu les bilans des banques s'accroître de façon extrêmement substantielle, en même temps que les modèles disaient « Mais non, vous inquiétez pas, le risque diminue ». Vous avez vu ce que cette sous-estimation, finalement, du risque a pu donner comme effet, comme externalité négative collective. Alors, François... Pas Livonnet après, François Hesbault. C'est un François aussi. Oui, d'abord, je ne résiste pas à une réaction à ce qui a été dit tout à l'heure très intelligemment sur la symbolique de la dette et de la créance. Mais cette symbolique est elle-même
une construction culturelle qui varie de pays à pays. Par exemple, en Allemagne, la dette, ça se dit Schuld, c'est-à-dire la culpabilité. Et ce que nous appelons en France, pour Dieu sait quelle raison, la règle d'or, parce que l'or n'a rien à voir là-dedans, les Allemands l'appellent la Schuldbremse, c'est-à-dire le frein à la culpabilité, le frein à l'endettement. Mais là n'est pas ma question. Ma question est française. Il a été dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là-dessus, bon, il y a un modèle social européen, mais il y a aussi une exception française. La France n'a pas, ou très rarement, dans son spectre politique, un parti qui revendique les idées économiquement libérales. Il y a eu Alain Madelin, brièvement, avec pourcentage rikiki, et oui, je suis d'accord avec ce geste. Nous n'avons, notre droite est une droite étatiste, notre gauche est assez naturellement une gauche étatiste, et je voudrais avoir un peu la réaction des gens qui sont sur le panel. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de parti libéral? Et la question n'est pas simplement académique, elle a aussi un aspect pratique, parce que pour le coup, le triomphe du marché sur l'État, je dis bien le triomphe du marché sur l'État, auquel nous assistons aussi en France, se passe de façon sournoise, de façon qui délégitime la République, pour employer le mot sur lequel Éric Orsenna nous a invités à réfléchir tout à l'heure. En 1997, Chirac et Jospin vont au Conseil européen, discussion sur ce que je résumerai de façon un peu caricaturale, la privatisation des monopoles communs, des monopoles naturels. Transport, énergie notamment. Privatisation dont on a vu l'effet calamiteux dans le Royaume-Uni de Mme Thatcher. Mme Thatcher a fait par ailleurs des tas de trucs très intelligents qui ont très bien marché, etc. Je ne suis pas en train de faire la critique mélenchonienne classique sur ce thème. Mais tout simplement, si la privatisation des monopoles naturels, ça marchait, ça se saurait. Et pourtant, les Français, on n'a absolument pas hésité, eh bien, les Français, Chirac, Jospin, on n'a pas hésité à se lancer là-dedans, avec les effets tout à fait prévisibles, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'électricité, l'augmentation des prix des services ferroviaires, alors que le niveau des services diminue, sans que je note par ailleurs que le contribuable s'en porte mieux. Et qu'est-ce qui explique ce paradoxe français? Marc? Merci. Une hypothèse d'explication, c'est que je me glisse là aussi dans les pas de Michel Foucault, puisqu'il a consacré presque une année au Collège de France à répondre à votre question, je crois. Quand il dit c'est l'État qui invente le marché, il prend le cas anglais. Il dit les Anglais, ils sont en 1750, ils sont les premiers, mais l'Europe du Nord et l'Angleterre, c'est un peu la même chose, une situation un peu particulière de take-off. Et tout d'un coup, ils se disent comment faire face à cette potentialité de développement industriel, d'enrichissement, sans tout contrôler. De toute façon, on ne peut pas contrôler. On n'a pas de fonctionnaires, on n'a pas une pensée suffisamment forte de l'État, ni les moyens de l'État pour encadrer ça. Et comme il faut lever des impôts, là je suis en train de paraphraser Adam Smith, ne serait-ce que pour avoir une armée, ne serait-ce que pour résister aux Français, ils inventent le système de régulation par le marché, à condition de le contrôler aux bornes. Et c'est Adam Smith, un grand moralisateur, qui va porter la responsabilité de l'invention de l'économie. En réalité, c'est pas un penseur qui fait ça, c'est plutôt une nécessité politique, une nécessité quasiment administrative. Alors pourquoi les Français ne suivent pas 50 ans après? Eh bien parce que les Français, entre-temps, et eux, ils vont se développer plutôt pendant la monarchie de Juillet, ils ont quand même pas mal de retard, et entre-temps est arrivée la Révolution française. Et la Révolution française, elle fait deux choses. D'abord, elle fait disparaître le colbertisme lié à l'Ancien Régime. Ça, c'est une catastrophe. Faire disparaître le colbertisme que les Américains et les Anglais, eux, ont encore aujourd'hui. Ils sont colbertistes. Et elle remplace le colbertisme par l'étatisme. Et elle fait le département, elle fait de la bureaucratie, elle fait des choses magnifiques. Mais quand la monarchie de Juillet arrive, eh bien, l'État est là.
Et donc le rapport va être un rapport beaucoup plus équilibré que par rapport que relativement à nos amis anglais. Et je pourrais compléter en disant, mais l'Union soviétique, qu'est-ce qu'elle fait? L'Union soviétique, c'est catastrophique. Eux, ils ont tellement une révolution forte que eux, ils vont faire dans les soviets plus l'électricité, il n'y aura plus que les soviets, il n'y aura plus l'électricité. Les Français sont dans une situation un peu intermédiaire. Voilà pourquoi on a cette longue tradition d'étatisme qui a fait disparaître notre colbertisme, qui était une bonne invention. Cela dit, on peut revenir, il y a des retournements historiques. François? Moi, je vais faire aussi une hypothèse, François, parce que, mais elle n'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Marc, simplement elle ne se situe pas dans la même temporalité. La France, c'est un pays qui a toujours été envahi, du nord par les Normands, de l'est par les Visigoths, les Goths, par les Arabes par le sud, par les Lombards. Et tous ces gens-là, quand ils sont arrivés en France, on dit c'est formidable, c'est beau, c'est heureux comme Dieu en France, dit un proverbe allemand, très ancien. Donc ils se sont installés. C'est un pays où ils se sont arrêtés. Et il a fallu faire vivre des ethnies totalement différentes et leur proposer quelque chose qui les soude les unes aux autres. Et donc tout ce qui en France est une force centrifuge est combattu. Et à partir du moment, alors on le voit avec les Corses de temps à autre, mais on le voit avec les Vendéens, on le voit avec les Bretons, enfin selon avec les Alsaciens, les Lorrains, ça dépend des époques. Dès que l'État relâche un tout petit peu, dès que le pouvoir central, pas l'État, le pouvoir central se relâche un petit peu, hop, ça repart. Et donc, comme Nathalie m'a demandé d'être très court, il me semble que c'est pas totalement un paradoxe. C'est quelque chose qui est profondément ancré. Il y a une idée d'intérêt général qui vient d'en haut, qui est dévolue à une caste française, je n'approfondirai pas, alors que dans les pays que tu as cités, c'est très différent, parce que là, pragmatiquement, on se confronte et puis on provoque quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est un paradoxe ou si c'est pas quelque chose qui traverse notre histoire depuis plus longtemps que ça. Ça reste ouvert. Hein. Je prends une toute dernière question, parce que le débat est passionnant, mais qu'il faut qu'on clôture, malheureusement. On pourra discuter à table après. Non, c'est pas une question, c'est simplement une remarque plutôt pour Marc. Une question pour Marc, allez. Pourquoi on parle toujours... Il m'écoute pas, Marc, de toute façon, il s'en fout complètement. Pourquoi on parle toujours de dette publique, de nombre d'euros par Français, et qu'on parle toujours de la dette et jamais de l'actif en face? Parce que si on raisonne par rapport au privé, dans une entreprise, il y a un bilan, il y a un actif, un passif. Dans l'État français, il y a des actifs extraordinaires. Bon, il y a des écoles, il y a des voies ferrées, et on compte toujours la dette et on compte jamais l'actif. J'aimerais bien comprendre pourquoi les économistes ne parlent jamais de ça. Je vais répondre très, très brièvement. Merci de cette question qui ne fait que conforter ce que je voulais évoquer. Ne séparons pas dette privée et dette publique par des critères trop artificiels. Le seul critère important, c'est effectivement, c'est sans doute pour ça que Charles-Henri a sursauté tout à l'heure, c'est que l'État, on doit lui faire confiance alors qu'en fait, on ne devrait pas lui faire confiance. Tu vois, c'est ce paradoxe qui va structurer l'État. Et c'est vrai que si on réfléchit à la dette publique, il faut effectivement voir le capital public, ce que j'ai appelé rapidement à la fin le capital social, qui doit aujourd'hui être renforcé. C'est pour ça, Charles-Henri, que bien entendu le problème de la dette, il faut l'écarter d'une manière ou d'une autre, il faut le résoudre, parce qu'effectivement, il faut rendre à la puissance publique les moyens d'augmenter son capital social.